messieurs, mesdemoiselles, chers Camerounais, chers Camerounais, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission, l'invité spécial de ABTV, une chaîne qui monte et qui est là pour servir le peuple camerounais, le peuple africain et le peuple du monde, qui essaye de donner la parole à tout le monde, comprendre les uns et les autres, comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre la problématique de la gouvernance en Afrique, dans le monde et au Cameroun. La semaine dernière, nous avons eu un panel international sur les questions internationales et les questions camerounaises. Aujourd'hui, nous rentrons au Bercail pour parler du Cameroun. Le Cameroun de demain. Quel Cameroun nous voulons pour demain? Quel Cameroun laisserons-nous à nos enfants? Quels sont les acteurs et quel est le jeu d'acteurs dans cette dynamique vers une gouvernance plus vertueuse? Le Cameroun est à la croisée de ses chemins. Le Cameroun vit des moments critiques. Le Cameroun doit élire en octobre 2025 son prochain président, j'ai envie de dire son troisième président. Qui sera le prochain locataire du palais d'Etoudi? Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le rôle du peuple? Comment le peuple doit comprendre les actions des uns et des autres? Comment lire les décisions de certains hommes politiques? Comment comprendre la démission, puis l'annonce de la candidature de M. Issa Chiroma Bakari, ministre du gouvernement de M. Paul Biya depuis déjà des décennies, qui a démissionné donc de ce gouvernement et est rentré au Bercail pour essayer d'ameuter son peuple à effet de pouvoir drainer tout le monde vers son choix. Son choix qui sera peut-être celui d'être élu lui-même, ou alors demain de donner onction à l'un ou l'autre candidat. Ça, c'est la question, c'est le débat que nous allons essayer d'élucider aujourd'hui. Dans cette interview spéciale, où nous aurons en deuxième partie donc le principal concerné, et vous comprendrez très bien ce qu'il a à dire au peuple camerounais. Mais en première partie, je vous présenterai un homme qui connaît très bien le ministre Issa Bakari, Chiroma, un homme qui fait partie ou fit partie de l'équipe de M. Issa Bakari en tant que membre du directoire du FSNC, responsable régional du littoral, qui va donc nous parler de l'homme, nous parler de ce qu'il pense de l'homme, de ses actions, passer son bilan et sa lecture à lui de la décision prise par M. Issa Bakari il y a de cela 24 heures ou 48 heures. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter M. Didier Yimkwa. Didier Yimkwa qui est un écologiste de premier plan. Didier Yimkwa qui va certainement nous dérouler un peu ce que c'est que l'écologie, quel est le rôle de l'écologie dans la dynamique économique d'un pays et notamment du Cameroun. Quelle est la place que l'écologie devra avoir dans l'élection présidentielle de 2025? Et évidemment, c'est aussi pour ça qu'il est là, il nous parlera de l'homme Issa Chiroma, de ses rapports à lui, du bilan, enfin, de l'activité de ce parti qu'on connaît certainement très peu, qui est certainement très implanté au nord, mais moins dans d'autres contrées du Cameroun. Mais, comme on le comprend aujourd'hui, un parti qui va certainement jouer un rôle clé dans l'élection présidentielle à venir. Donc, M. Didier Yimkwa, vous avez la parole pour vous présenter au grand public, mais vous êtes quelqu'un de très connu sur la place publique camerounaise, bien évidemment. Il n'y a pas un débat sur l'écologie où on ne va pas inviter Didier Yimkwa, entre autres. Voilà, c'est un homme politique. Donc, Didier Yimkwa, vous avez la parole pour vous présenter au peuple camerounais qui vous suit sur beaucoup de plateformes, comme vous pouvez l'imaginer. Et après, on va donc bonsoir, professeur. vous dérouler. Bonsoir, professeur Eneboni.
Bonsoir. Comment dirais-je, d'honorer tes rendez-vous parce que on se connaît un peu bien avant que tu ne repartes en France. Tu es un homme très par rapport quand même à ton niveau d'études. Tu es resté très humble, tu es tiens, tu aurais participer, de prendre part à cette émission assez éclectique à un moment très critique de effectivement, comme tu l'as si bien dit, je suis militant écologiste dans l'âme depuis, c'est quelque chose que j'ai aimé depuis le lycée de Baranté, où j'ai eu le privilège de fréquenter assidûment les clubs des amis de la nature. Je suis reparti à l'université et je n'ai fait qu'écologie jusqu'en maîtrise. Après, j'ai abandonné parce que je ne pouvais pas accéder à plus que ça. J'ai fait des formations certifiantes pour devenir HSE, mais je suis redevenu et rendu compte. Donc, voilà comment je me mets dans l'activisme écologique, mais avec une base quand même assez étoffée, je peux me le permettre. Donc, je peux parler de ces questions avec autorité depuis des années aujourd'hui et de façon professionnelle depuis au moins 30 ans. Donc, je sais de quoi je parle. En fait, qu'est-ce que l'écologie? L'écologie est une science qui a été inventée par... l'écologie, c'est une branche de la biologie qui s'occupe effectivement des études des écosystèmes. Et les écosystèmes, de façon élémentaire, c'est le milieu de vie, biocénose, c'est les éléments des êtres vivants. De façon un peu plus globale, les êtres vivants dans ce milieu et les interrelations entre d'abord les êtres vivants entre eux-mêmes et entre les êtres vivants et leur milieu. C'est ça en fait l'écologie globale qui intègre l'anthropologie, la culture, l'économie avec presque plus de 20 thématiques. Donc, je me suis mis là-dedans par passion. À un moment donné, c'est devenu ma profession. Je vis humblement de ça. Je propose mes services à des entreprises. J'ai eu le privilège de côtoyer à un moment donné le ministère de l'Environnement lorsqu'il avait constaté le ministère et les pierres qui est là actuellement dans les années où je me battais beaucoup. Il m'a intégré, j'ai pu intégrer des fondamentaux de l'institution publique. Et pendant 3 ans, ça m'a beaucoup aidé sur un certain nombre de démarches, des inspections dans les entreprises, des inspections environnementales dans les entreprises et des analyses. En ministère, j'ai été recruté dans une multinationale des c'est la première, les autres sont venus après. Donc, nous fabriquons, par exemple, le fer à béton à partir des granulés de plastique, à partir des coques de batterie. On produisait des lingots de cuivre, les lingots d'aluminium collectés un peu partout. Donc, c'est cette entreprise indienne qui a donné sens à ce qu'on appelle aujourd'hui, je suis resté accumulé quand même de très bonnes connaissances sur la gestion des déchets industriels que je peux parler aujourd'hui comme je l'ai parlé l'autre jour lors des étages de déchets, des ressources des déchets à Yaoundé. Donc voilà, grosso modo,
ce que je fais au quotidien. Comme je l'ai dit, professeur, c'est ça qui me nourrit ma petite famille et ça permet qu'on puisse se soigner. C'est très dur, mais on s'accroche. Comment après l'activisme dans la société civile, je deviens politique? Tout simplement parce qu'à un moment donné, personnellement, je me suis rendu compte que d'abord, c'était déjà seulement au niveau à l'international. En 1992, avec le sommet de Rio, qu'on commence un peu à parler de l'environnement, de ce qu'on vous entendez, changement climatique, de la biodiversité, la désertification. Entre-temps, j'ai un ami qui venait de disparaître aujourd'hui, qui animait une émission à Yaoundé. Ça s'appelait Chlorophylle. Ça s'appelait Chlorophylle. Il animait tous les jours des amis. Et je suis resté dans le cadre de la société civile. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas ça. J'étais inaudible. J'ai décidé donc de m'insérer dans un parti politique. Je me rends compte, je fais des enquêtes dans un parti politique. Le discours peut atteindre, peut aller plus loin, surtout impacter, pourquoi pas, les politiques publiques, d'autres politiques, les décideurs. Comment je retrouve M. Issa Chiroma? À l'époque, j'ai quand même certains partis qui me faisaient déjà les yeux doux, des partis que j'ai rencontrés pendant les consultations publiques. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était quand même une nouvelle thématique, que à l'époque où j'essayais de maîtriser, bon, personne n'en savait grand-chose. Ces partis politiques voulaient m'intégrer là-dedans. Mais le parti que moi j'avais aimé au départ, c'était l'UPC. Parce que j'ai quand même lu l'histoire de Oumniobé, j'ai lu l'histoire de Ernest Ouandjé, j'ai lu l'histoire de ces nationalistes qui ont été sacrifiés pour notre nation sans avoir de problème, qu'on puisse avoir de lumière sans avoir de problème. J'étais vraiment fasciné par ces personnages-là. Mais il se trouve qu'au moment où je dois choisir, l'UPC est déchiqueté, il y a plusieurs UPC, ça m'énerve. Et puis, voilà, un jour, j'en parle avec le journaliste Thierry Ngonga, que tu dois connaître, qui à l'époque est directeur, qui est à STV. J'ai dit, bon voilà, Thierry, qui m'aimait aussi beaucoup, qui m'aimait aussi beaucoup à l'époque, qui aimait beaucoup ce que je faisais. J'étais un peu trop dispersé. C'est lui qui m'a dit un jour que reste dans ton couloir, parce que lorsque tu auras peaufiné, lorsque tu seras, tu vas étoffer ton discours, tu vas construire un discours cohérent, tu seras vraiment irremplaçable à chaque fois lorsqu'il y aura des problèmes d'écologie, de l'environnement. On va te chercher. Donc, tu seras une voix qui sera vraiment respectée. Voilà comment je me concentre sur les questions environnementales, associées maintenant sur les questions de santé. Bon, tu le sais un peu sur les questions de santé. Alors, parce qu'aujourd'hui, on parle. S'il te plaît, juste pour relancer les gens. Donc, une fois de plus, on a, comme je dis, on a deux parties. Il y a la partie où Didier Yunkwa, qui est un membre, comme il est en train de nous dérouler, qui a connu le parti de Issa Chiroma, qui a connu Issa Chiroma et qui va nous parler de l'homme avant qu'on rentre dans le vif du sujet et où vous aurez donc le principal invité que vous voulez pour parler de lui, pour parler de son pour nous parler de sa décision de démissionner du gouvernement et de se présenter éventuellement à l'élection présidentielle de tout à l'heure. Donc là, il y a eu tout un protocole qui a été mis en place. Et donc, tout à l'heure, vous aurez, pour les web auditeurs, vous aurez l'invité que vous voulez. Mais c'est important de commencer par l'homme. Et d'ailleurs, on vous passera tout à l'heure une petite vidéo qui retrace un peu
les controverses de l'homme. Et Issa Chiroma sera avec nous d'un moment à l'autre. Alors, restez connectés. Donc, Didier, tu nous expliquais comment tu arrives au parti FSNC. Alors, vas-y. Oui, comment j'arrive au FSNC? Je discute avec Thierry Ngonga. Je lui dis, bon voilà, moi je voudrais porter le discours écologique un peu plus loin. Parce que depuis que j'ai créé mon association, World Action Phytoprotection, je me rends compte que ça reste toujours là, au bas. Mais les gens ne s'intéressent pas, les députés, les élus locaux. Moi, je pense que si j'intègre un parti politique, c'est lui qui me dit, donc, il me demande mes choix. Moi, j'ai l'UPC, que j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui, par sa formation, la structuration de la politique. Je vois que l'UPC est très déchiqueté. Et si tu vas dans l'UPC, tu n'auras pas la voix. Il te faut un parti nouveau où tu peux avoir la chance de l'espace pour t'exprimer et pour vendre tes idées, pour faire du marketing écologique. C'est lui qui me propose le FSNC, parce qu'à l'époque, le président Chiroma n'est pas ministre. Il passe des moments très, très difficiles. Il est dans tous les plateaux où il vitupère, il vilipende le régime en place. Nous sommes là dans les années 2008. Et il a légalisé le FSNC en 2000. Le FSNC, parce qu'il est nouveau, il me dit, tu peux aller là-bas, aider le parti à grandir. Et il me donne le contact du président national du FSNC. Je l'appelle, il décroche, il me donne un rendez-vous ici à Douala, on discute, je lui parle de ma vision. Il me dit, bon voilà, moi je suis écolo, donc si je viens dans votre parti, c'est parce que je veux vendre, pour faire le marketing écolo. Il est subjugué, il est épaté, il voulait même transformer ce parti en un parti écolo. C'est moi qui lui dis non, ça ne sert à rien, restons généralistes, que je dois avoir mon couloir. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque j'intègre le FSNC, il me nomme secrétaire général à l'environnement et à l'écologie et il me donne le mandat de parler du parti partout où je pourrais. Donc, je suis le seul militant du FSNC qui a eu ce mandat. Donc, il me signe le mandat, évidemment, lorsqu'on vient de le nommer, parce que j'entre dans le parti, il n'est pas ministre. Pendant qu'on discute, on échange. Nous sommes là avant juin, on échange, on discute, on échange au téléphone. Il vient à Douala, on se rencontre, on parle du parti. Bon, voilà, il me donne rendez-vous un jour à Yaoundé. Et au moment, 2 jours avant le rendez-vous, le président Biya le nomme ministre de la Communication. Le président Biya le sort d'une situation très, très difficile, de la galère. Il ne faut pas jouer avec les mots. Et voilà, il devient ministre de la Communication. Il prend de l'envoi. Et le premier acte, lorsqu'il est nommé ministre, c'est ce mandat. Parce que le jour de l'installation, je suis à Yaoundé, c'est moi qui ouvre même son bureau au ministère de la Communication. Et puis, je veux rentrer, il me dit non, comme tu es là, attends, je te donne le mandat. Donc, le premier acte officiel du ministre Issa Chiroma, c'est ce mandat qui m'a fait et qui est même paru dans Cameroun Tribune, qui me fait le porte-parole du parti, le Fonds du salut national pour le Cameroun. Bon, c'était un monsieur quand même très bien, c'est-à-dire il faut pas, l'élégance républicaine m'autorise à parler que du bien de lui. C'est un choix. C'est vrai que j'ai subi des frustrations, la marginalisation, l'isolement lorsque le parti montait. Mais moi, je préfère garder du bien de lui. C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, il est très humble, il est rusé, il est futé, mais il fait semblant de dormir un peu. Mais ce qu'il vient de faire ne me surprend pas, surtout. J'ai passé presque 14 ans avec lui. Et puis, j'ai fait mon bilan, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je n'étais plus... C'est comme si on ne me voulait plus dans ce parti. Je n'étais plus consulté sur quoi que ce soit. Il y a eu, par exemple, le grand dialogue national. J'étais plus là, oui.
Oui, docteur, Non, professeur. voilà, on va interagir. En fait, là, c'est une partie que tu vas nous développer tout à l'heure. D'accord. Oui, que tu vas développer tout à l'heure avant qu'on ne l'aide lui-même pour qu'il apporte la controverse. Et déjà, je pense que ce qui est bien, c'est que tu as donné des qualités de lui. Tu l'as dit et ça, Ouais, c'est très bien. Voilà, quand ouais. quelque chose est bien, il faut qu'on dise que c'est Ouais, bien. ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. humainement, Ouais. vous avez, tu lui trouves un certain nombre de qualités. Dieu sait que pour les hommes Ouais, ouais, il a politiques, de très c'est bonne souvent, qualité. Ouais, ouais, ouais. il faut souvent trop C'est très chercher rare, pour. c'est rare, c'est rare. Voilà, voilà. C'est Donc ça, rare. c'est très bien. Donc, on verra ça. Chiroma il n'est pas un gourou. D'accord. Très bien. On va donc essayer Bien de qu'il comprendre. soit. Ok, je t'écoute. On va essayer de comprendre justement ça. Chiroma pas gourou, Chiroma pas mauvais, mais Chiroma, c'est quand même aussi quelques sorties qui ont étonné le peuple camerounais. Et donc, nous allons Ouais, écouter ouais. ces sorties là tout de suite et après, on te revient. Alors, D'accord, donc, professeur. hmm. Et là, on a le deuxième classe Cobra. Voilà le caporal-chef, Chocho, et c'est Seignon. Lève-moi la calebasse, là, on te voit bien là-bas. Oh. BH. Tu vas mourir. The defense and security forces within the framework of the mission trusted. Arrivée des BH qu'on a eu à récupérer pendant l'assaut. Et là, on a le deuxième classe Cobra. Voilà le caporal-chef, Chocho. Sur cette vidéo, postée en juillet 2018, des soldats camerounais accusent 2 femmes d'être des BH, c'est-à-dire des membres de Boko Haram. Mais ces femmes n'auront jamais le temps de livrer leur version. Elles sont abattues avec leurs enfants à bout portant. Cinq ans après les faits, et près de 2 ans après la publication de cette vidéo, Le Monde Afrique a pu consulter les auditions des 7 soldats camerounais accusés d'avoir participé à l'exécution filmée de ces 2 femmes et de leurs enfants. Chocho, le militaire qu'on voit à l'image, 29 ans à l'époque, a avoué avoir agi sur ordre de sa hiérarchie. « J'ai fait le travail que je devais faire en suivant les instructions de mon chef », explique le militaire. Comme Chocho, les autres militaires présents ce jour-là se rejoignent sur un point. Leur donneur d'ordre était le lieutenant Étienne Fabassou. Cet homme, né vers 1968, commandait une trentaine de militaires dans la zone de Zéleved, à la frontière avec le Nigeria, où sévissent djihadistes et contrebandiers. Mais à entendre ce quinquagénaire, son autorité était relative. Lui aussi se dédouane sur sa hiérarchie et explique avoir agi sous les ordres de son général, qui lui aurait ordonné de tuer tous ceux qui se trouvaient dans le camp ennemi. Aujourd'hui encore, Étienne Fabassou n'exprime aucun remords particulier, si ce n'est une certaine amertume envers l'auteur de la vidéo, qu'il suspecte d'avoir fait fuiter pour nuire à la troupe. Car le soldat Ghislain Landry Féoul Ntiéché était en charge de prendre toutes les missions en vidéo. C'est ainsi que ce jour-là, le jeune soldat sort son téléphone pour filmer le meurtre sur les ordres de Fabassou. L'armée camerounaise est héritière des armées coloniales dont elle a gardé à la fois la philosophie, les méthodes, les pratiques, voire les missions. Mais au-delà de cela, il y a le fait qu'en 2015, au moment de ces exactions, les unités de l'armée camerounaise sont structurées et formées pour faire face à une confrontation de haute intensité. On n'est donc pas surpris que face à un mouvement tel que Boko Haram, les forces aient peiné à restreindre, à faire un usage intelligent de la force.
Au-delà de l'acte même de violence extrême mis en œuvre par des militaires, c'est le fait de filmer, de mettre en scène ces actes qui relèvent, de mon point de vue, d'une forme de nécropornographie qui me gêne. Les faits militaires en question sont le produit d'une société, ils sont à l'image de la société dans laquelle ils évoluent. Or, ces dernières années, on a observé une certaine brutalisation de la société camerounaise avec des mécanismes d'autocontrôle et qui se défont avec la banalisation de la violence. Donneur d'ordre présumé, le lieutenant Fabassou est aujourd'hui sur la sellette. Il est accusé de violation de consignes et de complicité d'assassinat mais plaide non coupable. Les 6 soldats autrefois sous ses ordres, dont Chocho, seront eux jugés pour assassinat et violation de consignes. Tous sont incarcérés à la prison militaire de Yaoundé et risquent la peine de mort. Complices ou victimes des Boko Haram, ces 2 femmes et leurs enfants assassinés restent un mystère au cœur d'un scandale international déjà oublié. Sur les rives et les îles du lac Tchad, Boko Haram continue de semer la mort et d'entretenir la flamme d'une violence également exercée par les armées de la région. Au nom d'un dieu ou d'une république, des centaines de milliers de déplacés survivent dans cette région sacrifiée. Et maintenant, vous posez la question, quel est mon candidat? Vous n'avez pas vu, là, au meeting de Pitoa, qu'est-ce que nous avons dit? Paul Biya, candidat du FSNC. Et j'ai rappelé à tous les militants qui viennent d'arriver. Le FSNC a pris un engagement solennel et définitif. C'est lui d'accompagner cet homme, élu par Dieu lui-même, parce que le pouvoir est divin, promulgué par le peuple, qui est président de notre nation. Nous avons pris donc un engagement solennel de l'accompagner tout au long de sa carrière, jusqu'au jour où l'Éternel décidera d'en mettre un terme. Donc notre candidat, c'est M. Biya, et nous entrerons en campagne à partir à la fin du mois de Ramadan, parce que moi je voudrais anticiper, n'est-ce pas? Vous avez vu le meeting de Pitoa. Il y a un autre meeting que nous programmons pour Guider. Lorsque je ramènerai mon sénateur, vous verrez ce que vous verrez. Mais alors, vraiment, le méga meeting. Le seul carrefour que j'ai avec le RDPC, c'est quand il s'agit de l'élection présidentielle, parce que tous nous soutenons le même candidat, à savoir le président de la République, M. Paul Biya, qui est le président de leur parti. Quand il s'agit de toute autre élection, nous nous battons, nous sommes ce qu'on peut appeler maison commune, chambre à part. La maison étant le chef de l'État, et puis chaque parti ayant donc sa bannière, et c'est sous sa bannière que le parti donc. Donc ne me parlez pas du RDPC. Et donc vous êtes un opposant? Je suis absolument un opposant. Je suis un opposant qui a choisi librement, et je voudrais qu'on respecte mon choix. J'ai choisi librement d'accompagner le président. Alors, pourquoi croire en vous, pas à un autre opposant? Concrète, pourquoi? Je ne suis, écoutez, je ne suis pas, comment dirais-je ça? Je ne suis pas un opposant qui abandonne les raisons pour lesquelles le parti auquel il adhère fixe. La question que vous posez, savoir, quelle était la question? Quelle est la différence entre vous et un autre opposant? Pourquoi les jeunes ou les Camerounais devraient vous faire confiance, croire en vous, pas un autre? Écoutez, la réponse est simple. La réponse est simple. C'est que alors, on a Stitch, connexion. Attendez, s'il n'a pas repris, je n'ai pas bien compris. Donc, ma question, c'est que pourquoi croire en vous pas un autre opposant? Quelle est la différence entre vous et d'autres personnes?
OK. Alors, donc là, j'avoue que c'est une vidéo un peu surréaliste. Je ne sais pas si elle est vraiment réelle ou c'est un fake, parce qu'on sait quand même que votre président, Issa Chiroma, c'est quand même un monsieur volubile, qui a la suite dans les idées, qui est assez prolixe. Et donc là, je n'ai pas compris, mais on va peut-être en parler. Didier, tu vas nous expliquer. Mais on a vu dans cette vidéo, avant que monsieur Issa Chiroma ne vienne, et je tiens encore à rappeler à nos auditeurs qu'il a été contacté, ça fait 2 jours, hier, ça fait 48 heures presque, et aujourd'hui, il y a eu des échanges qui font que avec son SP, le secrétaire particulier, et avec lui-même, et donc tout à l'heure, vous aurez Issa Chiroma qui va nous dire, en fait, comment comprendre sa position aujourd'hui, sa posture, mais avant qu'il n'arrive, parce que c'est quelqu'un qui est très sollicité, et qui a des rencontres ici et là, et donc c'était pas possible d'être là à l'heure, mais nous l'aurons, et je crois que la parole sera tenue, mais je vous tiens au courant du moment où il va pouvoir monter. Donc, tu vas nous dire, Didier, comment comprendre cet homme? Comment comprendre quelqu'un qui a quand même été dans l'opposition dure, qui a subi les affres les plus avilissantes qu'un homme politique peut subir, d'ailleurs la prison, sorti de là, un opposant très véhément, qui finalement rentre, in fine, rentre au gouvernement, comme tu l'as dit tout à l'heure, et qui devient un des chantres du biaïsme en tant que ce que Biya fait, c'est ce qui doit être fait, c'est l'homme providentiel. D'ailleurs, il vient, il tire son pouvoir de la divinité. Il nous l'a dit. Il arrive à ne pas reconnaître un drame qui s'est déroulé à l'extrême nord, avec donc ce règlement de compte inexcusable de la part des militaires camerounais. Il y a d'abord eu un déni de réalité pour après peut-être se rattraper, sans remords, on dirait, mais tu vas peut-être nous dire, cet homme qui donc a dit qu'il est là pour Biya. Et c'est pour lui qu'il est là. Aujourd'hui, démissionne. Aujourd'hui, se présente à l'élection présidentielle. Comment comprendre cette trajectoire? Fait quand même finalement de beaucoup de controverses. Cet homme-là, comment nous devons le comprendre et comment nous devons croire en lui en tant que celui qui aujourd'hui nous dit que n'écoutez pas ceux qui pendant 40 ans, 43 ans vous ont menti. S'ils reviennent encore, ce n'est pas pour votre bien. Alors, comment tu nous expliques l'homme Issa Chiroma? Bon, Issa Chiroma, ITB, comme je l'appelle affectueusement, c'est moi qui ai vulgarisé ça comme ça, ITB, Issa Chiroma Bakary. Si nous étions en physique, je dirais que son parcours est comme un mouvement sinusoïdal, si nous étions en physique. Tu es un grand professeur de médecine, tu as fait la physique, tu comprends ce que je veux dire. Il n'a pas un parcours rectiligne. Je ne voudrais pas le juger, je vais rester dans la neutralité axiologique, je ne veux pas le juger, mais je sais que l'homme est beaucoup plus guidé par l'opportunisme. Il est beaucoup plus guidé par l'opportunisme. Et il faut aussi, professeur Aimé Boni dit que le président Issa Chiroma a tout donné au
au président Biya. Il a même tué, entre guillemets, le FSNC pour sa loyauté, pour exprimer sa loyauté, sa fidélité au président Biya. Il nous a sacrifiés. Moi, je suis l'un des sacrifiés du parti parce qu'il fallait faire plaisir au président Biya. Je le dis parce que plusieurs fois, nous avions voulu aller aux élections locales, comme à Douala 2, il a dit niet, qu'il fallait pas gêner Denise Fankou. Nous étions là en 2013. Il m'a poussé jusqu'à aller lire un communiqué, je crois, à Canal 2, 20 à Canal 2, pour dire que le FSNC va soutenir Denise Fankou, qui ne s'est jamais fichu en retour de nous dire merci. Donc, il était un peu comme ça. Et il a même refusé que je puisse déployer le parti à Banganté, tout simplement parce que, disait-il, Niat était son père, Marcel, la dame de Niat, est sa mère, parce que sans ce couple-là, il serait peut-être mort en prison, comme tu l'as dit, tu sais, il a passé, je crois, 7 ans en prison, parce que on croyait que on l'avait soupçonné d'être putschiste. Le putsch de 1984 qui a failli emporter le régime du président Biya. Il a passé des moments inhumains en prison. Je me rappelle qu'un jour, je suis à Yaoundé, il y a un groupe de jeunes de Fouman qui vient lui rendre visite. Il y a un jeune téméraire qui lui pose la question, monsieur le ministre, là il est au ministère de la Communication, comment pouvait servir avec autant d'hardiesse, avec autant de détermination, un bourreau, entre guillemets, quelqu'un qui, à un moment donné, a failli aussi faire pire que ça pour votre vie. Il a une réponse qui m'a quand même vraiment, cette réponse m'a beaucoup affecté. Il a dit ceci, je cite, « La vie est faite de haut et de bas. L'essentiel, c'est de pardonner et avancer. » J'ai vu en lui quelqu'un qui avait pour disciple Nelson Mandela ou bien Gandhi, quelqu'un de pacifiste qui aime la paix, et ça m'a vraiment touché. Il faut dire, professeur Boni, que ce monsieur était très, très écouté, ce monsieur était très aimé. Il a tué le FSNC en plein envol. Il aurait pu faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Il a gardé le FSNC dans son giron ethno-tribal, c'est-à-dire dans le Nord. Il ne voulait même pas sortir des frontières du Nord. Évidemment, c'est vers la fin, après 10 ans, qu'après avoir discuté avec Mme Henriette Ekoué, que j'ai compris que mon avenir n'était plus au FSNC, il fallait que je parte. Pour dire vrai, tout ce qu'il faisait au ministère de la Communication, moi, je crois qu'il avait dit que la communication, le ministère de l'Information, donc quand les informations venaient, il communiquait. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il était même piégé. Parce qu'il faut se dire des vérités. Les turiféraires du RDPC n'ont jamais digéré que Issa Thirouma soit ministre de la Communication. Parce qu'on estimait que c'était quelqu'un qui, à un moment, tirait à boulet rouge sur le président Biya, et qu'après le repenti, on aurait pu lui donner un poste ministériel sans visibilité, mais on lui a donné le ministère de la Communication. Il a été de façon, comment dire, formelle ou informelle, nommé porte-parole du gouvernement. Il a fait plus de 10 ans. Aucun ministre au Cameroun n'a fait plus de 10 ans au ministère de la Communication. Il a fait plus de 10 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après sa démission, les gens sont choqués. Les gens se disent que quelqu'un qui a passé quand même 20 ans dans un gouvernement, il arrive, j'ai au moins son CV, il arrive au ministère du Transport, il n'a pas 50 ans. Il est entre 47 et 48 ans, le même âge que le président Biya accède à la magistrature suprême. Donc, ils étaient dans un échange de services avec le président Biya. Mais il faut reconnaître quelque chose, le président Biya lui a tout donné. Par décence, il y a des choses que je ne peux pas dire, que je connais un peu.
le président Biya lui a tout donné. Je ne sais pas comment quelqu'un peut exprimer la confiance placée en vous laissant dans son gouvernement pendant 20 ans. J'ai essayé de comprendre. Je pense que Issa Chiroma est dans une phase de rédemption politique, de rachat politique, parce qu'effectivement, il a abandonné sa base politique. Il a abandonné sa base politique parce qu'il voulait servir un homme, il voulait servir le président Biya. Il a, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai dit la troisième fois, il a tué le parti. C'est quelqu'un qui était très aimé. Il a un discours qui accroche. Je me rappelle, les jeunes m'appelaient de partout parce que j'étais la face visible du FSNC. J'étais le seul qui parlait du FSNC. Les jeunes m'appelaient de l'Est pour adhérer à ce parti. Les jeunes m'appelaient de Yabassi, m'appelaient du Mungo, m'appelaient de partout. Les jeunes l'aimaient beaucoup, mais il a presque abandonné le parti parce qu'il voulait faire plaisir au chef de l'État. Il voulait exprimer sa fidélité sans fin au chef d'État, sa loyauté sans fin au chef de l'État. C'est quelqu'un qui parlait de Biya avec comment dirais-je, il vous parle de Biya comme s'il parlait de son papa. Vous comprenez, en off ou en public. Et comme je l'ai dit ailleurs, il est l'un rare des ministres qui le faisaient. Donc, j'essaie de comprendre son geste, sa démission. Donc, il est dans le rachat, la rédemption politique. Mais au-delà, l'histoire retiendra que c'est M. Issa Chiroma qui a déclenché la décomposition du régime en place. Parce que ce qu'il vient de faire, les autres le traitent de traître, peut-être de parricide. Est-ce que je dois le juger? Est-ce que si c'était moi, j'aurais fait cela? Mais lorsque quelqu'un vous a fait ministre pendant 20 ans, je pense que la politique, moi, je ne comprends plus. Je me demande, quand j'aurai l'occasion de le rencontrer, je me demande, est-ce qu'il ne fallait pas sortir du gouvernement, aller se reposer? Parce que le meeting, professeur, le meeting, là où tu le vois, prendre l'engagement de suivre le chef de l'État, d'accompagner le chef de l'État jusqu'à sa retraite politique, c'est le meeting que moi j'avais organisé. C'est lui qui m'a donné les moyens d'organiser ce meeting. On est là à Douala, au carrefour Benskin, au quartier Banganté. C'était un samedi. On a organisé le même meeting, un deuxième meeting, là au carrefour, au marché Madagascar. C'était un giga meeting pour te démontrer que ce monsieur était aimé. Les gens l'aimaient beaucoup, mais il a choisi de servir le président Biya par le RDPC. Et évidemment, ça peut faire des jaloux. Cela va sans dire. Toutes ces créatures qui sont autour du président Biya ne peuvent pas regarder ça d'un bon œil. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est sorti un peu alambiqué, par exemple, sur l'assassinat d'une mère et son enfant qu'il a traité d'armée malien. Est-ce que c'était pas un piège? Est-ce que c'est pas ses collaborateurs qui voulaient lui faire du mal? Parce que il faut se dire des vérités. Les turiféraires du RDPC n'ont jamais digéré que Issa Chiroma soit ministre de la Communication. Donc, je pense que lui-même nous dira ce qui l'a motivé pour qu'il parte. Mais, comme je l'ai dit tantôt, c'est la deuxième fois, l'histoire retiendra que nous sommes ce régime est en fin de règne. Mais ce qu'il vient de faire là, c'est plus qu'un parricide, hein, parce que non, Didier, oui. Permets-moi de te relancer. De toute façon, il viendra nous le dire tout à l'heure, parce que là, j'ai encore relancé le SP qui avait pris l'engagement que ce sera autour de 22 heures au Cameroun, donc dans 7 minutes, il devrait pouvoir se signaler. Mais, alors, moi, ce que je dis, et là d'ailleurs, quand je regarde les commentaires des internautes, ils ont à peu près la même vision que moi, et elle est la suivante. Didier, moi, ça m'étonnerait. Oui, pour ça. Je t'écoute. Ça m'étonnerait que ce soit un parricide. Ça m'étonnerait que ce soit une rupture complète avec le mentor, avec
celui qui a fait de lui finalement un homme d'État. Ça m'étonnerait. Oui. Parce que d'ailleurs, tu l'as si bien dit, c'est quelqu'un qui a toujours été fidèle au président de la République, qui lui a tout donné. Et donc, je suppose que, vu les qualités que tu nous présentes de lui, que ce n'est pas un ingrat. Alors, et encore que, il est quand même difficile d'être ingrat dans la République de Paul Biya. C'est quand même compliqué d'être ingrat. Parce qu'on sait comment les ingrats finissent ici, là. Alors, est-ce que tu ne vois pas qu'il y aurait une autre lecture de ce qui s'est passé? Et on va lui poser la question tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une autre lecture? Oui, peut-être Vas-y. Peut-être je me suis mal exprimé. Je ne voulais pas le traiter de parricide. Je disais que ce qu'il fait là apparaît comme un parricide. Donc, il aura le temps de donner ses motivations, de dire exactement pourquoi il a fait ce choix. Oui, il y a cette grille de lecture qui voudrait qu'il se retire, parce que le Cameroun, le régime politique au Cameroun n'est pas très loin d'une dictature. Et tu sais mieux que moi, professeur Boni, que lorsque on démissionne dans une dictature, cela apparaît comme une défiance. C'est comme si on défie le pharaon, on défie le prince, on défie l'hégémon central. Donc, démissionner au Cameroun, c'est un très gros risque. On connaît ceux qui ont démissionné, qui ont subi la foudre de l'hégémon central. Je parlerai par exemple du professeur Edouard Titus, même Gaga Aman, le jour démissionne, quelques instants après, on a fait péter au moins 4 de ses voitures. Donc, c'est pas très facile de démissionner dans une dictature. Lui, il a démissionné, et lui, il a imaginé, je crois qu'il a pu évaluer les risques. Donc, on se pose des questions. Moi, j'ai dit que je ne le juge pas. Je ne sais pas s'il est parricide ou bien il est traître, je ne le juge pas. Mais je sais qu'il est en train de faire son aggiornamento. Il est en train de faire son introspection. Je ne sais pas, il a eu peut-être, il est un homme du système. Peut-être il a eu des informations, parce que il y a des rumeurs qui disent que depuis presque plus de 5 ans, et il n'a pas réussi à rencontrer l'homme pour qui il se bat, l'homme pour qui il a sacrifié son appareil politique. Voyez-vous, il y a des gens qui ont démissionné dans le FSNC, qui ont laissé le président Issa Tiroma de marbre. Vous ne pouvez pas être dans un parti politique, votre secrétaire général démissionne et cela ne vous gêne pas. Un secrétaire général, cela ne vous gêne pas, tout simplement parce que il avait l'œil sur une seule personne, Paul Biya. Il ne voulait pas déranger Paul Biya. Et je peux te dire, j'ai quelque chose que je peux te dire. Il y a eu dans une commune des bisbilles entre les cadres du RDPC et on nous a appelés pour nous soutenir, pour qu'on prenne la commune. Moi, je suis allé le voir. J'ai vu d'abord à l'époque son secrétaire particulier, Djibrila, qui n'est plus là. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit non, on va expliquer à ton père. On va expliquer au ministre. Je suis allé dire au ministre, voici sa réponse, il faut prendre tes responsabilités. Denis, tu sais, quand une personnalité qui a des relations exceptionnelles avec le chef de l'État, qui ne veut pas égratigner le parti de son mentor, vous répond, quand il m'a répondu, c'est une façon de vous demander d'aller vous calmer. Et ce que j'ai compris. Et le drame, c'est que ceux qui ont joué ce jeu dans le RDPC, certains sont soit en prison, soit exclus, comme Sanga Nyamji. Voilà, c'était à Yabashi, à l'époque où Maboula est devenu maire. Donc, c'est pour dire que ce monsieur regardait le président Biya, il suivait le président Biya comme on suivait de lait sur le feu. Donc, il y a 2 grilles de lecture. La première grille de lecture, évidemment, beaucoup de gens pensent qu'il démissionne pour aller s'aimer la zizanie électorale dans le Grand Nord pour éviter que Kamto puisse percer le Grand Nord. Et puis, c'est une grille de lecture recevable. Vraiment, c'est recevable. Et c'est même possible. Pour quelqu'un qui a passé ces 10 dernières années à encenser le président Biya, on ne croirait pas qu'aujourd'hui, il puisse le lâcher.
Donc, ça, c'est une première grille de lecture. La deuxième grille de lecture, pour moi, que je parais comme une tendance lourde, c'est que c'est quelqu'un qui, après avoir fait ce qu'il a fait, tous ses sacrifices, tuer le parti, sacrifier ses camarades de parti, je peux vous rassurer que son vice-président, quelqu'un qui vient de l'UNDP, qui a même financé le FSNC, qui lui a même donné des voix. Ça dit, je parle de Yerima Dewa, l'actuel maire de Pitois, ne parle pas avec lui. Donc vous avez des hauts cadres comme ça, là, avec qui ne s'entendent pas, parce que bon, c'était pas son problème c'était le président Biya. Donc à un moment donné, il se rend peut-être compte qu'il a fait trop de mal, et puis il se met à se juger, il se met dans son introspection, et entre le président Biya et puis sa base militante, il a choisi sa base militante. Dans la lettre qui circule comme sa missive de démission, j'ai retenu un bout de phrase où il dit « Monsieur le Président de la République, ma démarche procède, ... d'un impératif moral. » Ce mot m'a beaucoup touché. Moral. Donc, il a un problème de conscience. Donc, il veut rentrer, dire à ses camarades de Garoua, de base, que bon, voilà, je vous ai compris, parce qu'il y a une grogne. Il y a la jeunesse qui lui demande des comptes. Il doit faire le bilan. Il doit dire exactement ce que l'alliance entre le président et le FSNC pendant 16 ans leur a profité. Ou il quitte, ou il se prononce. Donc, il était entre le marteau et l'enclume. Il a choisi sa base pour abandonner le président Biya. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Donc, on verra. Les prochains jours vont nous édifier. Didier. Alors, ouais, normalement, si on est dans le code là, je suis en train d'attendre que son SP effectivement l'annonce, et la question qui va lui être posée, c'est celle de savoir, monsieur le ministre, vous êtes un Machiavel ou alors simplement un homme qui est incompris? Parce qu'en réalité, Didier, quand tu déroules le parcours de ce monsieur, comme tu le fais, ou toi-même, tu nous dis qu'il voue une adoration particulière, à la limite divine auprès du président de la République, qu'il est prêt à tout, sauf à mettre il est prêt à se jeter dans la baignoire pour le président Biya. Il a refusé que tu te déploies à Banganté. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça, oui. OK. Il a refusé le déploiement d'un parti dans le territoire national. Donc, en se restant sur un maillage purement ethnocentrique, là, dans son territoire. Tout simplement parce que, comme on dit, que le bétail électoral, c'est là-bas. Donc, il faut qu'il maîtrise ce bétail et qu'il l'offre celui pour qui il voue donc une adoration divine. Alors, pendant 20 ans, mais il n'avait pas pensé à sa base, si j'entends bien. Mais, et subitement, à 4 mois d'une élection, il se souvient qu'il y a une base à laquelle il faut penser. Ça, ce n'est pas du machiavélisme, on lui posera la question tout à l'heure. Mais honnêtement, quand on regarde, on prend tous les bouts de cette histoire, c'est quand même un peu aussi gros que la patte d'un éléphant dans une petite pièce. Donc, nous allons lui poser la question tout à l'heure. Je te redonne la parole et je relance le SP qui m'avait dit que là, ils seront prêts pour 22h et il est 22h03. Donc, je vous reviens. Mais je te pose la question pour te dire que, très honnêtement, quand on regarde tout ça, et si on te dit, toi, en âme et conscience, quelle est ta grille de lecture? Une seule, pas deux. Tu penches sur quoi? Est-ce que Issa Chiroma peut se permettre un discours comme celui qu'il a sorti donc à l'extrême nord, quand il nous a annoncé, où il disait aux gens, ne croyez pas à ceux qui n'ont jamais rien fait pour vous, ainsi de suite là. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de sacrifier donc son Dieu. C'est l'agneau du sacrifice.
Alors, dans un pays où nous savons qu'un homme politique, quelqu'un qui a été au pouvoir pendant des années, ne peut ne pas avoir de casserole, ce n'est pas possible. Et que Paul Biya, ce n'est pas compliqué pour vous trouver des casseroles et qui vous neutralise. Vous voulez me dire que, je veux me dire que Issa Chiroma ne connaît pas les précédents, Marafat, il ne connaît pas l'histoire de l'ancien SG, mon collègue médecin, comment on l'appelle encore, le professeur Titus Edouard, il ne connaît pas ça pour aller aujourd'hui, parce que vous pouvez démissionner, ça c'est une fait, mais démissionner en disant que le bilan de ce monsieur est catastrophique. Tout le monde peut parler d'un bilan négatif du pouvoir de Paul Biya, mais sauf ceux qui ont bénéficié de son décret, on le sait tous. Nous sommes dans une réalité camerounaise que nous connaissons. Donc, est-ce que Issa Chiroma, et nous nous poserons la question tout à l'heure, Issa Chiroma n'est pas simplement celui-là qui veut aller diviser l'opposition au nord, à l'extrême nord, diviser l'opposition et surtout affaiblir l'opposition la plus susceptible de mettre le pouvoir à mal au bénéfice justement de son Dieu. Est-ce que ce n'est pas la lecture la plus objective que nous devons avoir? Je te pose la question et je vais vers le SP. C'est le secrétaire particulier d'Issa Chiroma. Vas-y. Bah, pour moi, j'ai une autre lecture. Hein. Pour moi, ils sont dans une logique de recourir, de retrouver le pouvoir que le président Ahidjo a remis à Paul Biya. C'est moi, ça, c'est cette logique. Parce que moi, j'ai été dans 2 ou 3 meetings au nord, à Pitoa, et à chaque fois, généralement, ils font leur meeting en Foufoudé, hein. Donc, mais j'ai toujours quelqu'un à côté de moi qui me le traduit. À chaque fois, il y a tout dans l'air, une velléité de regroupement des partis politiques pour en faire un grand parti politique. Donc, ils sont dans la logique du Premier ministre Amadou Ali, que lui aussi, dans ses cadres à Wikileaks, avait dit que le Grand Nord va accompagner le président Biya jusqu'à sa retraite politique et le Grand Nord ne sera pas prêt à soutenir un Betty ou un Bamileke. C'est ce que M. Amadou Ali avait dit. Et quand vous suivez très bien le ministre Issa Chiroma, il n'est pas très loin du raisonnement de M. Amadou Ali. Donc, ils sont là dans la reconquête de leur pouvoir, entre guillemets. Dans la reconquête de leur pouvoir, il n'y a qu'à voir la réaction même de ceux-là qui étaient ses adversaires auparavant, sont en train de se réjouir. Je prends le cas, par exemple, du journaliste Guiba Gaïtama, avec ses 10 millions de nordistes, qui rêvent toujours que le pouvoir va rentrer dans le Nord. Il a même, Chiroma aujourd'hui a mis la pression sur Bello Bouba Magari. Donc, il a anticipé sur Bello Bouba Magari sa décision de démissionner. Il n'a pas consulté la base de son parti, hein, d'après ce que j'apprends. Donc, il voulait court-circuiter comme ça Bello Bouba, mettre la pression sur Bello Bouba. Si demain, Bello Bouba ne démissionne pas de l'UNDP, Chiroma redevient le leader incontesté dans le Grand Nord. Je peux te le rassurer. Donc, ils sont dans... ils ne veulent pas rompre l'axe nord-sud. Ils ne veulent pas rompre l'axe nord-sud. Ils veulent garder l'axe nord-sud en disant qu'après Biya, c'est eux. Donc, ils sont dans l'après Biya. C'est pour cela que, en quelques mots, ce que Issa Chiroma vient de faire, il a déclenché la décomposition du système, parce que c'est un système, comme je l'ai dit tantôt, en fin de règne. Il faut d'ici l'horizon 2025, pour ça, tu vas voir, tu vas vivre les démissions en cascade. Ça a quand même commencé. Ils sont en train de débaucher les nordistes qui sont dans d'autres partis, qui vont rentrer dans le FSNC, parce que ils projettent évidemment ce grand parti politique qui doit... pour ça, tu sais, l'UNDP, l'ANDP sont des excroissances.
de l'UNDP. Et on va ajouter à cela, pourquoi pas, l'ADD, le MDR, le Daïko, le Daïsara, pour en faire un très grand parti. Et là, ils seront très forts. Et même à l'après-Bia, c'est eux qui pourront influencer les élections présidentielles au Cameroun. Didier, soyons réalistes. Soyons réalistes au Cameroun. Oui. Est-ce que tu penses qu'un parti politique, quel qu'il soit, quel que soit même son maillage territorial, peut gagner à la régulière l'élection présidentielle au Cameroun sur la base ethnique, en se disant, nous sommes les nordistes, c'est notre pouvoir, nous voulons le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où vous dites que je veux le pouvoir en tant que nordiste, ben, tu n'auras plus le Sawa avec toi. Tu n'auras pas le Bamileke avec toi. Tu n'auras pas... Attendez, excusez-moi. Attendez, je fais quelque chose. Tu n'auras pas les autres groupes ethniques du Cameroun. Parce que tu t'es positionné en tant qu'une tribu, une ethnie, une région. Donc, tu es dans le repoussoir des autres. Quel est cet homme politique qui pense arriver au pouvoir en gouvernant tout un pays uniquement en comptant sur les siens? Ce n'est pas possible. Donc, le Nord... Je suis d'accord, je suis d'accord. On nous dit que le Nord, c'est 40% de l'électorat camerounais. D'ailleurs, que le recensement au Cameroun, on ne sait pas ce que c'est. Donc, alors, je pense que ce n'est simplement pas réaliste. C'est pour ça que moi, je reviens encore en disant ceci. Est-ce qu'en réalité, tout ça là, ce n'est pas simplement une énième ruse de M. Paul Biya et sa bande? Chantal Biya, c'est elle qui dirige l'Ngongo. Est-ce que ce n'est pas une énième ruse? Est-ce que Issa Chiroma d'un côté et peut-être même Bello Bouba n'ont pas eu le quitus pour aller agiter le Nord comme Chantal le fait, parce qu'ils le font en toute impunité. Je reviens encore à ça. Je reviens encore à ça, à dire que Titus et Joa, après son annonce au Hilton, mais il est rentré à Kondengui. C'est pas Issa Chiroma avec l'affaire je sais pas trop, de la caméra, de le crash et tout ça là, c'est quand même gros comme un éléphant. Alors, Issa Chiroma, je tiens à dire à nos électeurs ici là que malheureusement, vous savez, un homme politique, c'est quelqu'un qui promet et qui prend des engagements. Là, le SP, il n'est plus en train de répondre. Voilà, je vais vous montrer tout façon les échanges qu'on a eus. Mais les échanges sont sur mon téléphone où il y a nos auditeurs de TikTok. Je pense que si je sors de là pour aller vous montrer les échanges, je pense que les gens de TikTok seront partis. Mais dans tous les cas de figure, je vous montrerai les échanges qu'on a eus dans la journée qui font que c'est l'homme qu'on attendait ici là pour vouloir nous expliquer un certain nombre de choses. Mais je pense que ça ne tournera pas aussi beaucoup de gens parce qu'au fond, on sait que être sur le plateau du professeur Boni, c'est qu'il va aller jusqu'au plus profond de la pensée de chacun et peut-être en ressortir un certain nombre de faiblesses. Mais nous ne perdons pas espoir. J'espère que c'est simplement un problème d'agenda et qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Donc Didier, alors je te pose la question. Est-ce que tu ne penses pas que c'est quand même un peu trop gros ou penser que même les Gibai, Gatama et autres pensent pouvoir prendre le pouvoir avec le slogan le pouvoir revient au Nord. Mais au nom de quoi les Nordistes sont plus méritants que les autres nations qui, eux, n'ont même pas encore dirigé. Encore que je ne suis pas sûr que le pouvoir appartient à la tribu d'un président. Le pouvoir, c'est pour tout le peuple camerounais. Je te donne la parole. Bon, je vais encore répéter la démarche telle que je regarde et j'observe ce qu'ils sont en train de faire. J'ai dit ceci, nous sommes en fin de règne. Et en fin de règne, le régime du président Biya est en train de se décomposer. Il y aura une grande déclaration, il y aura des
les gens vont partir, même vont démissionner, parce que le RDPC n'a pas seulement fabriqué les gens bien. Le RDPC a aussi fabriqué plein de mécontents qui croient aujourd'hui que pendant la reformation, parce que lorsqu'il y a la décomposition, il y a la lorsqu'il y aura la recomposition, déformation, recomposition, pour la Troisième République, peut-être ils y trouveront leur plein. Moi, je dis, l'histoire retiendra que c'est M. Issa Chiroma qui a donné le ton, le là, parce que c'est lui qui est parti. Voyez-vous, aujourd'hui, on ne parle que de lui. Tous les journaux ne parlent que de lui. Il est devenu le chouchou de l'opinion nationale et internationale. On a l'impression que c'est lui aujourd'hui de l'option au Cameroun. Les gens se le discutent. D'aucuns parlent même qu'il ne faut pas l'égratigner, qu'il ne faut pas le traiter de traître, qu'il faut plutôt l'amadouer, parce qu'il tient le même langage que l'opposition, le changement, le peuple avec le changement. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas exclure qu'il peut être en mission, il peut être missionné par le président Biya, pourquoi pas. Et on sait très bien que dans une élection présidentielle, à un tour, où quelqu'un peut être élu avec 15%, l'émiettement des voix ne peuvent que profiter à l'hégémon central, au prince, au président de la République actuelle. Mais dans sa lettre de 24 pages, qui fait office de profession de foi, bon, peut-être là aussi c'est une ruse, il dit c'est extraordinaire parce que pour une fois, on aura une élection sans le candidat sortant. Est-ce a dit qu'il connaît aujourd'hui la situation du président Biya? Est-ce qu'il a les informations que le président Biya ne va plus se porter candidat en octobre 2025? Et là, ça me renvoie à une autre question que je lui avais posée il y a plus de 15 ans aujourd'hui, après le meeting du carrefour Beskin à Douala, à Nebel, quand il a dit qu'il va accompagner le président Biya jusqu'à sa retraite politique. Il aurait dit ailleurs qu'il va accompagner Biya jusqu'à son décès. C'est un journal qui m'a dit ça. Mais je lui ai posé la question, monsieur le président, bon, c'est bien beau, mais si entre-temps le président décide d'aller au village, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais aviser. Et le jour où je décide de partir, moi je vais à Yaoundé, il m'accorde une audience. C'était rare. Le ministre, c'était plus le même, hein. Il y avait de la distance. Mais ce moment, il m'a accordé une audience de 4 heures de temps. Il est déjà ministre de l'Emploi parce qu'on lui avait dit que j'étais mécontent, parce que j'étais comme un électron libre dans le parti. J'intervenais comme je voulais. Donc, parce que j'étais plus, bien qu'étant porte-parole du parti, les bonnes décisions, je n'y étais pas. Donc, j'ai compris que ma place n'était plus là-bas. Mais il m'a accordé quand même une audience de 4 heures de temps et je lui ai en fait gré. On a échangé, on a tout dit. Il m'a dit non, je n'ai aucun problème avec toi. Au contraire, tu travailles beaucoup. J'ai des remontées, j'ai les feedbacks. Mais je lui ai dit, monsieur le ministre, moi je m'en vais. Je vais partir. Il me dit, non, tu ne pars pas. Je refuse ta démission. J'ai dit, monsieur le ministre, je vais partir. Je préfère aller me concentrer sur le combat écolo qui a besoin de moi. Moi, je vais partir. En sortant, il me dit, tu ne devrais pas partir parce que j'ai des ambitions. J'ai des ambitions et que tu dois être un maillon essentiel pour mes ambitions. Donc, à l'époque, évidemment, bon, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je ne pouvais pas imaginer le ministre Chiroma un jour dit qu'il va challenger le président Biya à une élection présidentielle. Donc, quand il a fait l'autre jour, moi aussi, je suis surpris. Je suis surpris pour tout ce que le président Biya a fait pour lui. 20 ans comme ministre, ça coupe à les rues. Donc, peut-être ce n'est pas la ruse. Si effectivement, il veut se lancer dans cette course-là, je sais qu'il a pris
à 78 ans. Je crois qu'il a 76 ou 78 ans aujourd'hui. Boni, est-ce qu'aller enfermer un monsieur de 78 ans, est-ce que ce n'est pas faire de lui un martyr? Jérôme est très populaire, mine de rien. Hein. Il est très populaire à Garoua. J'ai parlé des meetings où j'étais. On le suit de façon spontanée. C'est quelqu'un qui est très, très populaire. Donc, ça n'est pas exclu. Hein. C'est oui, pour ça. Je te pose une question. Oui, est-ce que Marafat Hamidou Yahya était populaire dans le Nord? Bon, je n'ai pas connu le ministre Marafat. Moi, je parle de Thioma parce que Thioma, c'est un président d'un parti, hein, un parti qui n'a rien à voir avec le RDPC. Tu sais, au RDPC, c'est le parti État. Quand tu es ministre, automatiquement, tu es populaire, hein, sans effort. Ok, dis-moi, est-ce que tu penses que la popularité de Issa Chiroma dans le Nord, ce qui est quand même un problème, ce qui explique même pourquoi est-ce que on parle des nordistes comme le bétail électoral, comme des moutons. Oui. Parce que, très honnêtement, moi j'ai toujours dit ça, si on veut élever le débat au Cameroun, si on veut faire des Camerounais, des gens qui ont quand même un certain niveau de discernement, très honnêtement, Issa Chiroma, s'il est populaire quelque part, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'on regarde simplement de manière objective. Le Grand Nord est l'une des régions, enfin pas la seule, quand même assez sous-développée. Le Grand Nord n'est pas développé. Issa Chiroma est donc ministre depuis 20 ans. Voilà. Donc, tu dois être populaire sur la base de tes faits, de tes travaux, de ce que tu as légué dans ton, pas sur le fait du griotisme, de bien parler, d'être. Non, on doit aimer quelqu'un qui fait quelque chose pour nous. Donc, si les nordistes adorent Issa Chiroma, s'il est populaire là-bas, alors qu'il n'a rien fait pour le Nord. D'ailleurs, il en fait lui-même le bilan. Il en fait lui-même le bilan. On va quand même lire ça très, très rapidement. Sa lettre, voilà, son manifeste. Aujourd'hui, la situation de notre pays est grave. C'est lui qui dit, la situation de notre pays est grave. Alors, il est membre du gouvernement depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il est partie prenante de cette situation-là. Notre peuple est à bout. Il étouffe, il souffre, il attend et il espère. Issa Chiroma est en train de faire son propre bilan. Si nous voulons honorer le sacrifice des pères fondateurs, alors c'est à notre tour de nous hisser au-dessus des intérêts particuliers. Il nous faut faire preuve de transcendance et unir nos forces. Quand le péril est là, celui d'un régime à bout de souffle qui entraîne la nation vers un effondrement aussi prévisible qu'inacceptable. Notre pays a été dirigé des décennies durant par une même vision, un même système. Ce système-là, c'est lui, puisqu'il en fait partie. Ce modèle, longtemps érigé en rempart de stabilité, a progressivement étouffé les élans de progrès, paralysé nos institutions et brisé le lien de confiance entre l'État et ses citoyens. Il est temps de tourner la page. Pas dans la brutalité, mais par nécessité. Il faut refonder notre nation. Voilà ce que Issa Chiroma écrit pour s'adresser donc à sa population. Puisqu'on a dit que lui, il a un maillage purement ethnique, voilà, réduit dans sa région. Il s'en fout un peu des autres régions. Donc, Issa Chiroma est en train de dire à ton peuple que vraiment, je n'ai rien fait. Depuis 20 ans que je suis là, je mange seul, je suis à l'aise, je ne vous ai rien donné et il faut tourner la page. Donc, il faut tourner sa page. Comment un monsieur comme ça peut donc être aussi populaire dans sa région? Sur quels critères cette population-là… Il a offert des dizaines de forages d'eau. Hein, alors, Didier, il a quand même offert. Hein? Moi, j'ai vu. Et puis, les ambulances quand même. Oui. Didier, si le il a recruté aussi beaucoup de jeunes hein, dans son ministère. Là. Justement, c'est de ça qu'on parle. Voilà comment, à quoi on réduit la politique au Cameroun. Moi, j'ai suivi l'histoire de la dame, si c'est Awa, la dame du Nord, là, sur vidéo qui est virale. Et vous voyez comment est-ce qu'on nous parle d'un pays. Tu étais dans la misère, machin truc. Je suis allé voir, on est allé voir le grand frère de Paul Biya. Il a dit que non, vous êtes sûr de votre type là? Non, il a promis qu'il va aider. C'est-à-dire exactement comme au quartier. Voilà comment on dirige donc un pays. Voilà, c'est ça les commis d'État. C'est que le pouvoir au Cameroun
c'est devenu une affaire du quat, comme on dit. Ça se dit comme ça. Donc, Issa Chiroma a donné des puits, il a donné, il a recruté quelques gars dans son ministère, il a donné quelques ambulances. Est-ce que c'est ça le développement? Le développement, non. Ce n'est pas ça. Le développement, c'est une politique globale, holistique. Tout à fait. Toutes les régions d'un pays. Parce qu'on est ministre de la nation. On n'est pas ministre de son village. Tout à fait. Donc, je comprends que, en réalité, moi, je suis persuadé que Issa Chiroma, lui-même, il est convaincu qu'il ne peut pas être président de la République. Parce que je suis désolé, ce n'est pas les gens de ton fief qui vont faire de toi le président de Dibombari, le président de Banga, le président de Bafoussam, ainsi de suite là. Donc, Issa Chiroma nous semble être simplement en mission pour continuer à servir son peuple. J'ai le regret de vous dire, parce que là, quand on va être en train de finir, parce qu'on en a plus pour longtemps, je vais prendre la peine de montrer les échanges avec lui, Issa Chiroma, et son SP aujourd'hui, qui me confirmait qu'il va être des nôtres. Mais vous voyez, il n'est pas là, ils ne sont pas là. Est-ce que ce n'est pas un aveu, même aussi quelque part, de culpabilité? Est-ce que ce n'est pas un aveu de manque de sérieux? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un homme du peuple. Vous voulez maintenant donner la place au peuple. Et vous donnez un accord de principe. Il sait que devait être son contradicteur? Oui, puisque il a reçu le projet quand ça s'est décidé. Quand il a reçu le projet. Et il n'a pas dit non à la suite de ça. Il n'a pas dit non. Mais je pense même qu'au-delà de ça, même si tu n'étais pas contradicteur, je crois qu'à un moment donné, et c'est aussi pour ça que moi je dis que M. Issa Chiroma est en mission. Je suis persuadé d'une chose, c'est que quand il a l'information plus haut a tout dit, on lui a certainement dit non. Parce que je suis quand même la bête noire de ce pouvoir. Passer sur le plateau de Aimé Boni, ce n'est pas simplement pour une affaire de balade de santé. Parce qu'on parlait, et parce que j'avais des questions très précises à lui poser. Donc, je crois que spontanément, sa première réaction était celle de l'homme que tu nous as décrit, que c'est quand même un homme qui n'est pas méchant, qui est même social, qui est même naïf à la limite, qui est, bon, certes futé, mais après, il y a une réelle politique qui veut qu'il ne va nulle part sans quand même en avoir parlé à quelques personnes. Et là, ce n'est pas Chantal Biya qui va lui dire va sur le plateau de ce monsieur. C'est ça aussi la réalité de ce pays. Et le peuple doit être au courant de ça. Le peuple doit le savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, malheureusement, moi, Didier, nous te remercions de nous avoir quand même donné quelques petites confidences, quelques petits biscuits concernant le personnage et concernant même son action politique. Voilà. Et le fait qu'il a quand même sacrifié finalement ce qui est son bébé, son parti, qu'il a refusé de déployer sur le territoire national pour ne pas faire ombrage à certains postes du pouvoir. C'est un peu ça, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il a privilégié sa personne, sa carrière au détriment du peuple. Et d'ailleurs, c'est ce meilleur culpa qu'il a fait dans son manifeste où il dit qu'il est temps que nous pensions à la base. Je te laisse la parole. Bon, merci beaucoup, professeur Aimé Boni. C'est quand même un privilège de passer sur ton plateau. Et c'est même un exercice assez laborieux. Je pense que après le passage sur ton plateau, même si on m'invite à TF1 ou n'importe où, je n'aurais pas peur. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il m'a forgé, il a fait de moi l'analyste politique que je suis aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui maîtrise l'écosystème politique du Cameroun.
Il connaît les personnes. Il a le CV politique de chaque personnalité du Cameroun. C'est-à-dire, quand tu es avec lui, tu ne te déranges pas. Et chaque fois, quand moi j'allais avec lui, j'avais toujours un calepin, hein. Donc, quand il parle, j'écris. Quand il parle, j'écris. Il m'avait dit ceci, et j'ai retenu ça comme leçon. Il m'a dit que je suis parti de l'UNDP, mais je ne parlerai jamais mal de M. Bello Bouamagaye. Et moi-même, j'ai fait la même chose. Quel que soit ce que j'ai eu au FSNC, je garderai toujours du bon du ministre Issa Chiroma Bakary. Ensuite, il m'a aussi dit qu'il ne faut jamais dénigrer ton adversaire politique. Critique quand tu peux critiquer, sans injure, sans insulte. Et c'est ce que je fais. Il me dit toujours, occupe-toi de tes idées. Si quelqu'un te bat sur tes idées, tu n'as pas besoin de dénigrer. Parce qu'en politique, il n'y a jamais d'amis éternels, ni d'ennemis éternels. Et en sortant d'ici, il m'a aussi dit que chaque fois, il me croit, quand tu auras besoin de parler du chairman John Fundi, il faudra toujours lui rendre hommage. Parce qu'en 1992, ce monsieur était au sommet de la popularité. S'il avait seulement claqué ses doigts, le Cameroun aurait pris feu. Il a dit, je ne marcherai pas dans le bain de sang pour aller m'installer et tout dire que ce monsieur est un grand monsieur, quel que soit ce qu'il devient vers la fin de sa vie, tu dois toujours le respecter. Et j'ai gardé la leçon, je l'ai toujours respecté. Merci une fois de plus, professeur Aimé Boni, de m'avoir donné l'occasion de parler de M. Issa Chiroma Bakary. Merci, mon cher Didier Yimkwa. Vraiment, je suis surpris, mais positivement émerveillé par ton honnêteté politique. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a très peu de fidélité en politique. Il y a très peu. C'est les intérêts qui guident les gens. Et en général, les gens qui sont frustrés, qui sont déçus, et tu as des raisons, tout ce que tu viens de nous dire, tu as des raisons de l'être, souvent retournent la veste dans le mauvais sens et fustigent, et d'ailleurs profitent des occasions qui leur sont données pour pouvoir donc effectivement déverser tout leur courroux vis-à-vis de leur mentor qui n'a pas finalement, qui ne leur a pas permis d'atteindre leurs objectifs. Mais là, tu nous as déroulé un tableau qui est objectif, c'est ta vision, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu as vécu. Et dans ça, là, on a quand même vu aussi des qualités de cet homme, parce qu'il n'y a pas un être humain qui n'a que des défauts. Non, on a des qualités. Tu nous as ressorti ça. Et c'est même très bien. Je crois que c'est l'une même des leçons à retenir de cette émission parce que, contrairement à ce que tu dis, qu'il est très populaire peut-être au Nord, mais en dehors du Nord, non, quand tu regardes, quand tu vas dans les réseaux sociaux, je pense qu'on parle plus en mal de lui et puis on peut comprendre. Quand on a fait 20 ans dans un régime qui quand même nous cause plus de misère que de joie, c'est normal qu'on ne soit pas aussi populaire que ça dans l'autre partie du Cameroun. Donc, ce qu'on dit de lui, c'est quand même plus dans un sens négatif qu'autre chose. Mais là, tu es venu nous ressortir des qualités qu'on ne connaissait pas et c'est tout à ton honneur et je t'en remercie. Je te dis vraiment merci pour ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, de toute façon, le live, il est fini là dans 5 minutes. Je vais montrer, parce que l'honnêteté intellectuelle voudrait aussi que j'explique aux gens ce qui s'est passé. Je vais donc montrer quelques échanges pour vous dire que le boulot a été fait, la promesse était là. Maintenant, après, je ne sais pas trop qu'est-ce que Chantal Biya me veut, parce que c'est elle qui dirige le pays. Voilà. Donc, mes amis de TikTok, peut-être que vous serez coupés, mais le live est arrivé à la fin. Vous pourrez voir ces images-là sur Facebook, YouTube, puisque c'est enregistré là-bas prochainement. Donc, je vous dis merci. Et donc, Didier, alors, ce qu'on va faire là, je vais dans WhatsApp, alors, tac,
Alors, donc, voilà. Les gens verront bien hein, que ça, c'est bien l'image. Pour ceux qui sont en contact, hein, l'image du SP, hein, de Jérôme Maé. Et vous voyez, Moussa. là, rapidement, il donne le deuxième numéro de Monsieur le ministre. Donc là, je n'ai pas trop le droit, c'est pas, je suis passé très vite. Il y a, c'est bien marqué, c'est le numéro du ministre. Donc voilà, donc ça, je n'invente rien, c'est là. Et il y a donc le ministre. Voilà, là, vous voyez bien sa photo, non? Ça c'est sa photo. Ici, là, les gens vont voir son image. C'est sa photo. Et là, vous avez vu le premier contact, le salut. Il me dit bonjour. Voilà. Et après, il y a des échanges peut-être personnels, mais qui sont là-dedans, où j'envoie tout le déroulé et tout. Et puis, donc, normalement, il devrait être là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. C'est aussi ça, le Cameroun. Bon, tu vas lui envoyer le lien de l'émission. Oui, absolument. Je vais lui envoyer le lien. Il va suivre et peut-être qu'il y a eu un empêchement de dernière minute. De dernière minute, il pourra revenir pour qu'on en discute. Voilà, très bien. Et surtout que là, je pense qu'on n'a fait que dire les choses en toute objectivité. Je crois que lui-même, il est conscient qu'il y a des gens qui pensent qu'il est en mission. Voilà. Et d'ailleurs, en tant qu'homme politique, c'est à lui-même de venir dire que non, je ne suis pas en mission. Voici les éléments de preuve de ce que je ne suis pas en mission. Là, je suis vraiment, j'ai retourné vraiment ma veste, je suis maintenant avec vous et tout. C'est à lui de le faire. Et tout à fait. Il doit le faire autant que faire se peut dans le maximum de médias possible pour dissiper le doute. Absolument, absolument. Donc, la balle est dans son camp, comme on dit. Alors, merci Didier. Merci Didier. Merci infiniment. Et puis, on se prend en IB tranquillement. Merci, prof. Merci beaucoup. Allez, merci infiniment. Merci. Ciao. Salut. Alors, chers amis, donc là, est-ce que les amis de TikTok sont encore là? C'est peut-être coupé. Voilà, donc le live à TikTok était fini. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Malheureusement, l'invité principal, monsieur le ministre, n'est finalement pas venu. On aura certainement une explication à cela. Mais je pense que vous avez tous été assez édifiés par quelqu'un qui connaît monsieur Issa Chiroma Bakari personnellement et qui le connaît sur le plan politique, qui a été son compagnon de lutte, qui a été porte-parole du FSNC et régional du littoral de ce parti, qui a connu Issa Chiroma quand il était dans la galère et qui a continué à le côtoyer quand il était ministre et qui a eu du mal à lui déployer le parti sur le territoire national. Parce que M. Issa Chiroma avait une idée précise de sa lutte politique. C'est servir le gouvernement de M. Paul Biya. Servir Paul Biya. Et ne surtout pas faire ombrage à tout homme politique important du régime Paul Biya dans son fief. C'est la raison pour laquelle il a refusé que le FSNC se déploie dans le littoral, dans l'Ouest et certainement dans d'autres régions également. Donc, c'est aussi ça la politique au Cameroun. La politique au Cameroun est une affaire d'égoïsme, une affaire de chacun pour soi et Dieu pour tout le monde. Une affaire de je veux me servir et je veux me servir. Une affaire de je veux me servir, uniquement me servir. Et je m'en fous de ce que
les autres seront. C'est ça le Cameroun. C'est ça l'homme politique au Cameroun. L'égoïsme, l'égocentrisme, voire même la méchanceté. C'est ça l'homme politique. Et c'est difficile de croire en ces personnes donc qui, du jour au lendemain, nous expliquent qu'elles ont fait une introspection et elles ont compris que le peuple devrait être au centre de toutes les préoccupations. Issa Chiroma n'est pas le seul homme politique qui n'a pensé qu'à soi durant toute sa carrière. Il n'est pas le seul. Nous en connaissons, parfois même des jeunes, des plus jeunes, qui ne pensent qu'à eux. Et qui, justement, profitent de ce que nous sommes un peuple qui aime le messianisme, un peuple qui aime l'adoration à un individu, un peuple qui pense qu'il y a des êtres humains qui sont parfaits. Et ces hommes, ces leaders profitent justement de cette attitude, de ce caractère, ce trait de caractère du peuple camerounais pour justement abuser de ce peuple. On ne peut pas nous dire qu'un homme politique doit se contenter d'avoir donné quelques forages, quelques, je ne sais pas, motos, ou je ne sais pas trop quoi, avoir recruté quelques gens du village dans son ministère, dans sa société, pour en faire un homme qui mérite la popularité, qui mérite qu'on soit tous derrière lui. Le problème du Cameroun, c'est son peuple. Le peuple camerounais ne s'aime pas assez, n'est pas suffisamment égoïste, parce que pour le coup, le peuple doit être égoïste, ne penser qu'à soi. Qu'est-ce que tu m'apportes? Tu m'as apporté quel développement? Quel plein emploi? Quelle urbanisation? C'est ça, les critères de jugement que nous devons avoir. Et nous ne les avons pas. Et nos dirigeants le savent. Nos hommes politiques savent qu'ils peuvent vous abandonner pendant des décennies. Le jour où ils ont besoin de vous, ils viennent vous flatter avec des discours moyenâgeux, lunaires, en vous distribuant quelques miettes. Et parce que vous avez le réflexe sociologique égaliste, vous mettez la tribu au-dessus de vos propres intérêts. C'est ça le peuple camerounais. Et on s'étonne que M. Pobia nous dise « Ne dure pas pouvoir qui veut, mais qui peut ». Moi, très honnêtement, quand j'ai suivi la causerie de Issa Chiroma avec ses militants, où il dit « N'écoutez pas celui qui a passé des décennies à vous tromper », alors que lui, il fait partie, justement, de ceux-là qui ont trompé, puisqu'il est solidaire à l'action gouvernementale depuis 20 ans. Quand il le dit à des gens, en réalité, il est en train d'insulter tous ces militants, ces frères du village qui étaient en train de les insulter, que vous êtes toc-toc. Parce qu'un homme normal, intelligent, ne peut pas accepter que Issa Chiroma vienne lui tenir ce genre de discours. Un homme normal ne peut pas. Et vous allez adorer quelqu'un qui vous a affamé, qui sait que vous êtes dans l'extrême pauvreté pendant 20 ans. Et parce que c'est compliqué maintenant. Plus qu'en 2018, c'est plus compliqué pour le pouvoir. Et donc, ils viennent faire des schémas pour vous dire, maintenant, je vous ai compris. Et les gens acceptent même ça. Dans certains pays, certains peuples auraient lynché Issa Chiroma. Issa Chiroma aurait été lynché en disant, tu viens te moquer de nous. Mais au Cameroun, non. Le peuple camerounais n'est pas prêt. Le peuple camerounais n'est pas prêt à s'approprier son destin. Et ce n'est pas que le peuple de l'extrême nord, du nord, c'est tout le peuple camerounais. Et moi,
j'ai encore à travers la gorge l'histoire du retour de M. Maurice Kamto au Cameroun. Je crois que c'est la pire des démonstrations de force de ce pouvoir tyrannique. Le pouvoir de Paul Biya, Chantal Biya, nous a démontré, à l'occasion du retour de Maurice Kamto au Cameroun, Paul Biya nous a démontré que, Biya, Chantal bientôt, ils nous ont démontré que nous sommes rien. Nous bavardons sur la toile. Nous bavardons dans les meetings, à jacasser, mais nous ne valons rien. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Mais oui, vous ne pouvez pas expliquer que des sympathisants de l'homme le plus populaire, des gens qui sont convaincus que cette fois-ci-là, c'est bon. Ils sont prêts. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous expliquer. Vous ne pouvez pas nous expliquer que des gens vont saluer leurs militants, leur guide. Et ils ne peuvent pas, empêchés par la police. Et ils considèrent que tout s'est bien passé. Des gens apprennent que leur mentor, leur espoir est séquestré dans une résidence. Il ne peut pas sortir. On l'empêche d'aller dans son siège et d'aller de se mouvoir dans la ville. On lui dit, tu rentres simplement à Yaoundé. C'est de la prison. C'est de la prison. Et Dieu se sait, peut-être dans quelles conditions il a été donc sorti de sa résidence pour la voiture qui l'amène à Yaoundé. On n'a pas filmé, on ne sait pas, mais j'ose imaginer, connaissant le pouvoir de Yaoundé, j'ose imaginer que c'était par obligation. Si ce n'est pas de la prison, si ce n'est pas de la privation de liberté, je voudrais que le peuple camerounais m'explique ce que c'est. Je voulais qu'on m'explique. Et on est passé à autre chose. Mais la leçon a été retenue par le pouvoir, qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Et avec qui on veut. C'est de ça qu'il s'agit. Et le peuple se dit prêt. On n'est pas prêt. Il n'est pas possible de renverser une tyrannie de plus de 60 ans. M. Paul Biya est au pouvoir depuis 60 ans. Parce que il a été un proche collaborateur d'Amadou Ahidjo. Il connaît les rouages. Il n'est pas possible de départir d'une tyrannie de 60 ans simplement par les urnes, comme ça là. Ce n'est pas possible. Et j'ai envie de dire que je serai à la place des pontes du régime que je ferai pareil. C'est une question de survie. Soit le peuple survit, soit le régime actuel survit. Mais il y a un des deux qui va rester sur le carreau. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est dans cette logique que moi, j'inscris ce qu'on voit là aujourd'hui et qu'on va voir demain avec le congrès de l'UNDP et tout. C'est-à-dire que le pouvoir est dans sa survie. Dans sa survie. Et le peuple doit le savoir. Le peuple doit en prendre connaissance et conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous allons mettre un terme à ce live là aujourd'hui. Et une fois de plus, notre invité spécial nous a apporté beaucoup d'éclairage, M. Didier Yinkoa, sur le personnage, et nous aurons espéré qu'il y aura un remake de ça parce que M. Issa Chiroma va finalement honorer à cet engagement et viendra nous expliquer en fait de quoi il s'agit et peut-être nous rassurer parce que qui sait, il faut bien croire au miracle que le pays va opérer une mutation
véritablement démocratique bientôt en octobre. Donc, merci. Merci Didier. Merci une fois de plus. Professeur, merci professeur. Ciao, ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bye bye.